Bonjour à tous et merci d'être présents si nombreux à cette première conférence sur le salon Pharmacosmétech. Je me présente, Sophia Bourdon, je suis en charge de l'animation du réseau au sein de Cosmetic Valley. Et c'est à ce titre, au titre de Cosmetic Valley, que nous vous proposons une conférence spéciale donc, sur l'usine 4.0 et les applications cosmétiques qui sera donc présentée par monsieur Faïd, qui est directeur régional Île-de-France Centre au CESI de Nanterre-Orléans. Mais avant cela, je vais vous faire une petite présentation Cosmetic Valley pour vous donner un peu le contexte de qui nous sommes et pourquoi donc, nous vous proposons cette conférence aujourd'hui. Donc Cosmetic Valley, nous sommes le coordinateur de la filière parfum et cosmétiques française. Donc notre vocation, c'est d'accompagner les acteurs de la filière parfum et cosmétiques dans leur développement R&D international et puis business et monter en compétences. Donc quelques chiffres sur la filière française qui constitue 3200 entreprises, dont 85% de TPE-PME. Avec un emploi qui est d'un total de 246 000 emplois, avec un chiffre d'affaires non négligeable de 45 milliards d'euros. Et bien sûr, un des leaders de l'exportation mondiale. Donc on existe depuis 25 ans et on est pôle de compétitivité depuis 2005. Donc le réseau Cosmetic Valley se déploie sur toute la France et touche tous les acteurs que vous voyez qui gravitent autour de la carte de France, qui constitue donc tous les métiers de la chaîne de valeur qui est en amont de la distribution. Donc on a autant des acteurs du PAC, des matières premières, des équipementiers, des marques bien entendu, et toute la partie test, sans oublier donc la partie aussi recherche et formation, créant ainsi un véritable écosystème. Donc on anime ce réseau-là dans la mesure du possible maintenant en présentiel de préférence, mais aussi maintenant en digital. On est aussi très présent sur la partie innovation, puisqu'en tant que pôle de compétitivité, on accompagne de nombreux projets, on labellise des projets de R&D, donc on met en lien la recherche fondamentale et les expertises industrielles. Et puis on organise aussi de nombreux congrès scientifiques sur la sécurité, la traçabilité, sur les enjeux réglementaires, sur le sensoriel, sur le packaging. Voilà. Et on a également une nouvelle plateforme, le Beauty Hub, qui a ouvert ses portes en septembre et qui fera l'objet donc d'une présentation à la prochaine conférence à 15h30. Nous sommes aussi assez présents donc, au niveau international, puisque nous développons par le biais de ce qu'on appelle le Global Cosmetic Cluster, des partenariats avec des clusters cosmétiques partout dans le monde, ce qui nous permet d'accompagner les entreprises vers des dynamiques R&D et business à l'export. Et nous sommes aussi présents sur des salons, les plus grands salons internationaux de la beauté, que ce soit sur Dubaï, en Europe ou Shanghai ou Hong Kong. Et nous sommes aussi organisateurs de notre propre salon, le salon Cosmétique 360, qui a lieu donc cette année en version digitale et qui normalement a lieu donc à Paris au Carrousel du Louvre. Cette année, on surfe sur le digital et donc il a lieu le 12 et 13 octobre en virtuel. Et si cela vous intéresse, on peut vous distribuer des codes de gratuité pour accéder à ce salon en tant que visiteur. C'est le salon international de l'innovation. L'angle, c'est vraiment l'innovation de la filière. La partie montée en compétences, donc nous sommes donc aussi référencés Datadog, donc on propose à nos adhérents toute une série de formations en lien avec la cosmétique et la filière, des formations techniques aussi, et aussi sur la partie par exemple qui nous concerne aujourd'hui, on avait un catalogue de formation cette année plutôt sur la digitalisation des PME.
On est aussi éditeur de livres et on a un magazine. On sort 2 numéros par an. C'est un magazine de filière que vous pourrez aller voir sur notre stand Cosmetic Valley, le stand A50, qui est vraiment à l'entrée du salon à droite. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur ce salon. Sur ce stand, pardon. Et nous avons aussi, je vais terminer par les états généraux de la filière parfum et cosmétiques. Donc on organise les états généraux pour annoncer des mesures concrètes pour la filière. Donc c'est un événement qui aura lieu en physique le 15 octobre à Paris, à Sorbonne Université, animé par BFM Business, où on aura donc des acteurs, des décideurs de la filière, des pouvoirs publics, des élus, des politiques qui viendront ensemble, qui viendront et qui nous permettront de construire tous ensemble du coup la relance pour cette filière. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous montre aussi notre annuaire où là vous avez donc tous les adhérents de Cosmetic Valley qui sont référencés sur cet annuaire et qui est en distribution libre sur notre stand également. Je vais laisser la parole désormais à notre expert, Monsieur Failly, qui va vous donner plein de précisions sur la cosmétique, sur la conférence, sur l'usine du futur, avec des applications cosmétiques, mais pas que. Voilà. Ça sera suivi ensuite d'une session de questions-réponses. Bonne conférence. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, mon nom est David Failly, je suis directeur régional Île-de-France, région centre du CESI. Et comme vous le voyez, nous avons l'école d'ingénieurs en soi, qui est un établissement d'enseignement supérieur à gouvernance unique qui est réparti à peu près sur tout le territoire. Nous avons à peu près une quarantaine de diplômes dans le domaine de l'industrie, du BTP, du numérique et des sciences humaines, toutes reconnues par l'État, la commission des titres d'ingénieurs ou la conférence des grandes écoles. Et en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, nous avons un laboratoire de recherche qui s'appelle l'INEACT et qui travaille dans le domaine de l'innovation et apprendre et innover d'une part, et d'autre part sur le numérique. Sachant que les champs applicatifs sont l'usine du futur, d'une part, et la ville intelligente et durable, d'autre part, avec un certain nombre de synergies. Fort de notre expertise, nous avons créé avec la métallurgie, Syntec Engineering et une autre école d'ingénieurs qui s'appelle l'EPF, un institut qui s'appelle l'Institut de la réindustrialisation et qui travaille effectivement sur ce positionnement de l'industrie avec la thématique Industrie 4.0 ou Industrie du futur, je ferai le petit distinguo entre les deux, et puis qui édite des ouvrages soit sur l'innovation, soit sur l'enseignement de l'industrie du futur. Vous avez 2 exemplaires qui sont derrière moi. Dire que je suis expert est un bien grand mot. Je représente notre établissement qui est positionné là-dessus. Et ne sachant pas quel était votre niveau de connaissance sur l'industrie du futur, on a souhaité, avec mon équipe, vous faire un petit peu un descriptif de tout ce qui peut tourner autour de l'industrie du futur. Ce qui est compliqué aujourd'hui dans cette thématique, c'est qu'un certain nombre de décideurs et puis de patrons de PME, quand ils entendent ce mot-là, peuvent avoir très peur en disant bon sang, si j'adopte tous les concepts qui me sont déclinés, je prends mon usine, je la rase et puis je repars sur un terrain en friche. Or, oui, on peut le faire. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Il y a des usines qui ont été entièrement construites de A à Z avec ces concepts Industrie 4.0, mais la logique n'est pas réellement celle-ci. La logique est d'avoir une démarche pas à pas en fonction des gains que vous souhaitez obtenir en fonction de vos décideurs, de votre réglementation, de votre législation. Et donc, il y aura des choix à faire à certains moments en fonction des technologies. Soit vous irez sur la production, soit vous irez sur la supply chain, soit vous irez sur la maintenance prédictive, soit, le cas échéant, vous irez sur la traçabilité de vos produits de par votre réglementation, ou le cas échéant, de vous dire eh bien, on est dans un système de plus en plus dynamique qui nécessite une innovation permanente et d'avoir des cycles très courts d'innovation tout en respectant la réglementation et la législation. Donc parfois des situations très ambivalentes dans ce système-là qui font que le cadre dirigeant qui doit faire ses choix parfois se retrouve confronté à
une somme de solutions et il se dit qu'est-ce que je dois faire. Donc l'objectif de cette conférence est un petit peu de vous décrire les briques technologiques qu'on retrouve autour de l'industrie 4.0 et l'industrie du futur, et de se dire globalement, moi si je suis décideur, quelle orientation je peux prendre. Donc on verra dans un premier temps les concepts et les enjeux. Ensuite, ce que je vous disais, les briques technologiques. Et puis les incidences métiers sur certaines thématiques, comme je vous le disais, la maintenance industrielle, la conception industrielle, la supply chain, les secteurs QSE, et puis éventuellement des champs qui sont liés au BTP. Si on a parlé des champs liés au BTP, c'est que dans un secteur complètement différent du vôtre, qui s'appelle l'aéronautique, il y a une toute petite entreprise française qui est mondialement connue, qui s'appelle Dassault Aviation, qui construit aujourd'hui une usine à Cergy-Pontoise et 2 usines du côté de Bordeaux. Le directeur industriel Monde, Frédéric Lerme, aujourd'hui visite son usine à travers le BIM, donc la maquette numérique du bâtiment, c'est-à-dire un outil à visibilité ou à finalité dans un premier temps du bâtiment, mais qui est in fine une finalité pour l'industriel pour se rendre compte de son environnement. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit zoom sur la partie BTP. Donc dans les concepts, eh bien, on va retrouver ce que vous connaissez tous et ce que Madame a présenté avec la Cosmetic Valley, c'est-à-dire une économie mondialisée, même si aujourd'hui on a tous notre masque et puis que la circulation est un peu restrictive en fonction des pays et des frontières. Il n'empêche qu'il y a encore quelques mois, notre économie était mondialisée et puis il y aura certainement des tendances de relocalisation, mais le marché restera certainement international avec des transactions, et faut-il encore le souhaiter pour notre industrie de la cosmétique. L'autre point qui est important, qui tourne autour de ces concepts, c'est qu'il y a la transition énergétique qui devient une nécessité et pas simplement un dogme pour les uns et pour les autres. Ce n'est pas simplement un parti politique qui s'exprime, mais on voit bien que aujourd'hui, la matière première, on va dire énergie, devient cruciale. Donc la transition énergétique est primordiale. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une massification des usages numériques. Vous avez certainement tous des enfants à la maison. Moi, je suis toujours surpris de voir les miens, j'en ai 4, jouer avec leur téléphone portable, leur ordinateur. Maintenant, vous leur posez la question comment c'est fabriqué, ils ne savent pas. Et Dieu sait que je suis ingénieur, Dieu sait que je suis dans une école d'ingénieur. Il n'empêche que globalement, ils savent se servir d'un clavier digital, de passer des commandes à droite, à gauche sur le net, et d'avoir un niveau d'exigence largement au-dessus de ma génération, je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, ils savent tous le faire. Donc ça veut dire que les clients demain, en particulier dans la cosmétique, ils vont être capables de dire c'est ce rouge à lèvres-là que je veux, c'est ce parfum-là que je veux. Et derrière, l'industrie sera dans l'obligation de répondre rapidement à ces interrogations et à ces demandes. Donc c'est un contexte qui nécessite forcément une révolution industrielle, et c'est bien la raison pour laquelle eh bien, nous nous retrouvons sur la 4e révolution industrielle, Industrie 4.0. Si on se limite à la terminologie Industrie 4.0, on se limite juste aux briques technologiques, c'est-à-dire que la dimension humaine n'apparaît pas réellement. Le concept industriel 4.0, faut-il le rappeler, est né de l'autre côté du Rhin, et globalement, les Allemands se sont concentrés d'abord sur le cadencement de leur ligne de production, de leur chaîne logistique, dans l'innovation aussi. Mais le concept qui nous est si cher français, avec l'humain, le social et tout, n'apparaissait pas. Donc forcément, en France, comme on est toujours, je vais dire, plus novateur que nos amis germaniques, eh bien, on a inventé le concept usine du futur. Donc vous comprenez bien que globalement, il y a une interface énorme entre Industrie 4.0 et usine du futur, mais la différence se fait sur la dimension humaine et sociale de l'entreprise. Si on regarde toujours ce concept avec un schéma qui est celui-ci, en fait, on s'aperçoit qu'en fonction du niveau d'appropriation de l'entreprise dans ces technologies et ces briques technologiques, vous pourrez avoir différentes usines du futur. Je m'explique. Si je regarde des écoles qui font partie de la même commune que nous, donc sur un des premiers slides, il y avait CESI, puis il y avait ESAM Université.
ESAM Université, c'est une commune universitaire nationale qui regroupe 3 écoles, le CNAM, le CESI et l'ENSAM. Les travaux de l'ENSAM sont très orientés aussi aux usines du futur et le campus de Paris travaille sur des lignes de production existantes. Donc, leur concept, c'est de dire, je m'adresse à un industriel qui a une ligne de production existante et je vais faire en sorte, pour un billet modeste d'investissement, d'automatiser au maximum la ligne de production. Et c'est le premier concept, entre guillemets, c'est de dire, je pars de l'existant, je ne rase pas mon bâtiment, mes murs, je les laisse, la CVC, je la laisse telle qu'elle est et tout, et j'essaye d'augmenter le cadencement de production avec, effectivement, cette automatisation. Donc, on va dire qu'on se retrouve dans ce premier petit rectangle de l'industrie du futur. Et puis après, je continue à monter en compétences et je passe au 2e niveau, au 3e niveau, pouvant aller jusqu'à la mise en place non plus simplement de robots, mais de cobots, c'est-à-dire des cobots intelligents qui vont travailler avec les personnes. Et puis, certes, je suis au CESI, mais dans une autre vie, j'étais dans l'industrie, et en particulier dans l'industrie pharmaceutique. Et je me souviens très bien à l'époque d'avoir des grands stockages où il y avait des chariots philo-guidés qui allaient chercher toutes les palettes et qui approvisionnaient. Sauf que pour éviter que le chariot philo-guidé rafle quelqu'un au passage, eh bien, c'était entouré de grillage. Et puis quand les robots ils couraient là-dedans, enfin les Fenwick couraient là-dedans, il y avait surtout personne qui était au milieu de tout ça. Aujourd'hui, avec les cobots, ben, vous mettez un petit truc là qui se promène. Vous êtes 35 personnes et il va toucher personne. C'est-à-dire, on libère le robot. Le robot, il va passer partout avec ses petits algorithmes. Et il aura une tâche sans valeur ajoutée pour l'individu, sauf que ça fait gagner du temps. Et lui, il va se promener. Et de ce fait, vous avez une cohabitation entre l'individu et le cobot qui va se faire. Donc, on va pouvoir monter progressivement dans la chaîne de valeur au niveau de l'industrie 4.0, naturellement, sans oublier le data, la cybersécurité, les IoT et l'intelligence artificielle. Et la grande difficulté qu'on va rencontrer avec ces concepts Industrie 4.0, c'est que, j'ai presque envie de dire, je défie toute personne d'être un expert dans le champ de ces briques technologiques. Maîtriser la cybersécurité, l'IoT, ensuite l'intelligence artificielle, plus la fabrication additive, en fonction des différents matériaux que vous aurez, plus derrière la réalité virtuelle augmentée, plus c'est un champ des possibles très intéressant, mais très vaste. Et donc, vous avez une juxtaposition de compétences qui n'étaient pas présentes avant dans l'industrie et qui apparaissent. Donc, voilà le concept d'ensemble qui fait que derrière, eh bien, vous avez une production qui devient individualisée, mais aussi de masse, et qui nécessite une adaptation de l'industrie pour devenir de plus en plus agile. C'est un véritable casse-tête parce que, in fine, si on se positionne, on va dire, du côté noble du technicien ou de l'ingénieur, en faisant abstraction de la dimension économique, on n'aura qu'une seule envie, c'est d'avoir des jouets de plus en plus performants. Excusez-moi, entre guillemets, les jouets, mais d'avoir les plus belles technologies qui rayonneront dans l'atelier ou dans la supply chain ou tout ce que vous voudrez. Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours cette dimension économique qui fera que le choix se fera en fonction de la taille des échantillons que vous aurez à produire. C'est-à-dire que vous pourrez envisager de mettre un robot ou un cobot, sauf qu'en fonction de la performance de votre robot et de votre cobot et de sa programmation, peut-être que la série à produire ne sera pas suffisamment suffisante pour pouvoir faire cet investissement. Et donc, il sera peut-être judicieux d'attendre encore quelques petites années et de continuer à faire des opérations manuelles pour les petites séries et d'envisager l'automatisation ou la mise en place des cobots pour des séries plus importantes. Sur ce schéma, on a essayé de vous visualiser partout où vous pouviez, à travers les concepts de l'usine du futur, faire des gains. L'objectif n'est pas de faire un gain sur tous les champs en même temps. L'objectif est de vous dire, en fonction de vos priorités, en fonction de vos donneurs d'ordre, eh bien, vous pourrez faire un gain sur la complexité.
Je vais vous donner un exemple. Vous avez certains équipements dans le domaine de la cosmétique qui nécessitent un nombre de manipulations et de pièces, entre guillemets, détachées, assez importantes. Je prends une entreprise qui s'appelle Valois Aptar, qui fabrique vos petites pompes pour les parfums et tout ce qui s'ensuit. Le nombre de pièces qu'il y a dans les pompes sera proportionnel à la complexité du produit. Il y a encore quelques années, quand vous faisiez le montage, il se faisait en partie manuellement et puis une autre partie automatiquement. Et c'était des pièces détachées. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui de l'aéronautique, eh bien, à travers la fabrication additive métallique, par exemple, vous faites une pièce complexe en une seule fois qui reprend la juxtaposition d'une vingtaine de pièces qu'il y avait avant précédemment et qu'il fallait monter les unes après les autres. Donc, le gain lié à la complexité se fera de manière proportionnelle à la technologie que vous envisagerez. Vous pourrez faire des gains de stockage en fonction de ce que vous voudrez mettre en place au niveau de votre stockage et votre supply chain. Mais derrière, c'est ce que je vous disais, le système d'avoir des grilles fermées avec des chariots filoguidés qui tracent dans des allées, aujourd'hui, c'est plus réellement ce concept-là qui est développé. Les coûts de fabrication, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, je prends une ligne de traitement de surface ou de galvanoplastique. À certains moments, eh bien, le robot, je dis bien le robot, je ne dis pas l'automate, je dis bien le robot, qui va monter les pièces sur le cadre, eh bien, sera proportionnel au nombre de pièces de la série à fabriquer. Par contre, il y a une question qui peut se poser, c'est de décrocher la pièce après le traitement de surface. Ben ça, c'est presque tout le temps, quelle que soit la série, c'est tout le temps la même chose. Ce n'est que du démontage. Or, est-ce que dans ce cadre-là, eh bien, comme c'est du démontage de cadre, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir sur cette partie de démontage, alors que le montage se fera peut-être à 60% de matière automatisée et à 40% de manière manuelle. Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur la partie coût de fabrication. La partie logistique, et je vais presque dire, elle est connexe avec le stockage, tout dépend d'où on la met. Et puis, on s'aperçoit que, je reviens un petit peu dans le monde du traitement de surface et de la galvanoplastique. Les coûts de non-qualité peuvent être très importants. J'ai un masque que vous ne voyez pas, mais aujourd'hui j'ai une barbe blanche. Alors, voilà. Mais un jour j'ai été jeune, comme un certain nombre, et puis j'étais élève ingénieur, et puis on m'a fait faire un stage ouvrier dans là aussi une petite entreprise qui s'appelle la compagnie Deutsch, qui travaille dans le domaine de l'aéronautisme. Et puis, je faisais des embases et du traitement de surface sur les embases. Et j'avais toujours été surpris que, malgré le fait que sur les lignes de production, il y ait des automates et qui trempaient les cadres dans les bains, il y avait 20 petites dames qui étaient à l'étage et qui montaient les pièces sur cadre. Et en fonction de la complexité de la pièce, il y avait un taux de non-conformité plus ou moins important en fonction des personnes qui étaient là. Et donc, derrière, les coûts de non-qualité peuvent être drastiques au niveau de vos lignes de production, votre packaging et tout ce qui s'ensuit. Donc derrière, il y a une optimisation potentielle. Avant-dernier point, c'est la maintenance. Je suis toujours surpris, quand on échange avec des industriels français, de voir que la maintenance, c'est le parent pauvre de l'industrie. C'est-à-dire que vous allez dans une école d'ingénieur ou université japonaise, le premier de promotion, il bascule dans les services de maintenance. Nous, c'est toujours le parent pauvre. C'est d'abord, on va en conception, après en production, et puis peut-être quelqu'un ira en maintenance. Alors, on sait bien que la maintenance, c'est le métier, le médecin de l'usine, et que si la ligne de production tombe malade, eh ben, on arrête la production. Or, avec les concepts d'industrie 4.0, on n'est plus dans de la maintenance curative, conditionnelle. Non, on est dans de la maintenance prédictive. C'est-à-dire que, et vous avez un certain nombre d'exposants qui sont présents sur le site, qui travaillent sur ces thématiques-là avec non plus simplement de la thermographie infrarouge ponctuelle, mais en permanence, de l'analyse vibratoire, de l'analyse d'huile et tout, justement pour pouvoir envisager l'efficience optimale d'une ligne de production. Dans votre secteur de la cosmétique, vous avez des pics d'activité.
Ces pics d'activité, on les retrouve bien souvent juste avant Noël. Et avant Noël, eh bien, là, il faut que l'outil de production fonctionne de manière efficiente et optimale. Donc, les concepts d'industrie 4.0 peuvent aller aussi sur les thématiques de maintenance, et c'est vraiment un champ connexe qui permet effectivement d'avoir des gains de maintenance, de coûts de maintenance, mais aussi des gains de productivité pour une augmentation globale du chiffre d'affaires. Si on regarde ensuite les enjeux, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais il y a 3 enjeux principaux à travers cette notion d'industrie du futur, industrie 4.0. C'est d'abord de renforcer la compétitivité de la filière en France et de développer de la valeur ajoutée. Un jour, la Cosmetic Valley a été au ministère de l'Industrie, et puis le ministre de l'époque, dont je tairai le nom, a été un peu méprisant à travers votre secteur. C'est-à-dire que lui, il avait une vision très commerce extérieur, je vends des Airbus, je vends des TGV, et ainsi de suite. Et là, il y a une remarque très forte, c'était M. Lapère, je crois, à l'époque, qui avait été voir le ministre, qui lui a dit, écoutez, nous, on vend 45 TGV à l'export tous les ans. Je crois que si Alstom vendait 45 TGV, vous seriez le roi du pétrole. Et là, le ministre, il s'est assis, et puis il a commencé à être attentif, parce que, globalement, dans l'inconscient collectif, vous êtes sur une industrie de biens de consommation et de grande consommation, de luxe, certes, mais qui coûte cher, au demeurant. Il y a des crèmes qui coûtent très cher. Mais à la sortie, la valeur économique n'était pas nécessairement perçue. Or, tout le travail que la Cosmetic Valley, c'est justement de mettre en avant, non pas une branche professionnelle, parce que je rappelle que les branches, elles sont sectorielles. Or, là, on est sur un pôle de compétitivité qui n'est pas sectoriel, tel que les branches le définissent. Vous êtes rattaché à la plasturgie, à la métallurgie, à la chimie. Enfin, voilà. Et dans la Cosmetic Valley, on a toutes ces entreprises qui travaillent autour de la cosmétique. Et donc, ce pôle de compétitivité a vraiment comme vocation, comme vous, et le concept d'industrie 4.0, d'augmenter la compétitivité de la filière. Développer l'internationalisation de la filière, ça ne veut pas dire nécessairement de construire des usines à l'autre bout du monde, mais d'avoir des clients à l'autre bout du monde, et puis de permettre à des entreprises françaises de pouvoir répondre à des marchés à l'international le plus rapidement possible. Et puis aussi de préparer des produits et des services du futur. Et c'est ce que je vous disais, si vous allez sur le net, j'ai pas mal parcouru le net, je vous raconterai un petit peu les difficultés que j'ai eues sur le net par rapport à votre secteur et Industrie 4.0, mais quoi qu'il en soit, vous allez sur le net, vous allez trouver un moment Chanel qui vous propose ni plus ni moins une application de réalité virtuelle où la dame, l'usager du bout de la chaîne, est capable de se faire son maquillage, de voir le rendu et puis de commander le produit de beauté qui... Au début, on peut se dire c'est un gadget. Oui, c'est un gadget, sauf que ça fait partie des briques technologiques de l'industrie du futur pour répondre aux besoins d'un produit, alors que dans d'autres secteurs, la réalité virtuelle augmentée sera utilisée sur de la répétition, éventuellement d'opérations critiques sur le montage d'un satellite ou autre chose. Là, il y a un champ applicatif très particulier que vous avez mis en œuvre et que Chanel a mis en œuvre, c'est pour les produits et surtout les services du futur, c'est-à-dire le client final. Les challenges de Industrie 4.0, ça va être, premièrement, c'est le développement et l'industrialisation. Et là, l'objectif, c'est de réduire les frais et les délais de développement et de l'industrialisation. Je vais sortir de votre périmètre de la cosmétique et puis je vais vous raconter une petite anecdote que nous avons vécue sur le site de Nanterre à travers notre Fab Lab. Un jour, on a eu une galerie d'art dans une des petites rues de Paris, tout près de l'Élysée. Là, vous savez, c'est des petites galeries d'art qui vendent des choses pas très très chères. Ils sont venus nous voir et puis ils nous ont dit, voilà, on a un artiste qui nous propose une lampe, sauf que globalement, on ne sait pas si la lampe elle va répondre aux besoins et aux goûts de nos clients. Et puis, si on doit la fabriquer et l'envoyer en fonderie, ça va prendre 6 mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Donc, on leur a dit, bah, écoutez, on essaie de vous faire quelque chose. Donc, on a fait déjà une première lampe au 1/10. Et puis,
On a montré ça au galguériste. Et puis après, il nous a dit, go, vous la faites à l'échelle 1. Et donc, on l'a faite à l'échelle 1. Au total, ça a duré 6 jours. 6 jours de prototypage. Il a eu sa lampe à échelle 1. On a mis une patine sur le pied qui devait être théoriquement en bronze. Et puis, il l'a exposé dans sa galerie. 3 semaines après, il est venu nous revoir et nous a dit j'ai vendu les 12 lampes. Je rappelle que dans les galeries d'art, un bronze, c'est 12 fois 1, c'est pas plus. Il avait tout vendu. C'est-à-dire qu'à travers un prototype réalisé en fabrication additive plastique, plus un habillage peinture, il avait tout vendu. Et donc, derrière, si je vous donne cette anecdote, c'est pour vous dire que ces champs de l'industrie 4.0 peuvent aller même sur des domaines de l'art ou d'autres choses. Donc, développer et industrialiser de manière très rapide et sécuriser les lancements de nouveaux modèles, ça fait partie des enjeux de l'industrie 4.0. La fabrication, c'est une stabilisation des prothèses avec des résolutions du YEL et puis l'amélioration des rebuts, et puis une flexibilité, une polyvalence de la production, et puis surtout une amélioration des TRS. Donc les taux de rendement synthétiques, tout ce qui va tourner autour du lean manufacturing sur les MTBF et les MTTR. Donc on est vraiment sur ces indicateurs de performance industrielle qu'on va essayer d'améliorer au fur et à mesure. Et sur la dimension supply chain, et là on le voit, il y a vraiment des coûts importants qu'on peut récupérer. C'est la traçabilité de la supply chain et des flux, le passage du make to order à la livraison rapide, et puis ensuite la filière de recyclage optimisée, tant au niveau des matières, des composites ou des emballages. Si je vous dis les drones, ça vous fait penser à quoi, les drones? Oui, certes, certes. Les champs applicatifs des drones. Pardon? Alors, dans un premier temps, puis en plus on l'a eu cette semaine, c'était cette semaine ou la semaine dernière, on a eu la sécurité civile, les pompiers, puis les militaires qui sont venus faire une conférence sur les drones. Alors là, avec une application purement, on va dire, sécurité et puis sécurité civile. Et dans un premier temps, effectivement, on se dit l'application militaire. Et puis ensuite, on voit d'autres champs applicatifs, en particulier quand on est sur l'Île-de-France et qu'on a des connexions avec le bâtiment et les tours de la Défense. Ça permet de faire de la maintenance préventive sur les tours de la Défense ou de la thermographie infrarouge sur les tours de la Défense, et puis allons-y gaiement. Et puis après, si vous allez sur la filière agronomie et agriculture, ils vont vous dire les drones, c'est super parce que ça permet de voir sur les champs, l'épandage et tout ce qui s'ensuit. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu sur LinkedIn récemment, c'était nos amis américains qui sont en train de carrément faire des livraisons par drone de tout petits colis, de rien du tout. C'est-à-dire ça passe plus par la poste, c'est un ballon dirigeable qui passe au-dessus d'une ville, et puis vous avez les drones qui sont entièrement programmés, qui vont livrer. C'est-à-dire que globalement, ce distributeur s'affranchit aujourd'hui des autres réseaux pour avoir son propre réseau de distribution à travers un ballon dirigeable et des drones. Donc on voit bien que le champ applicatif des drones, qui semblait dans un premier temps très militaire, aujourd'hui, il est en train de complètement se basculer en fonction de la réglementation des pays. Ce n'est pas encore gagné en France, mais quoi qu'il en soit aux États-Unis, ils s'en sont servis pour faire de la distribution massive de petits colis. Un petit rouge à lèvres, ça pèse pas lourd, hein. La dame commande son rouge à lèvres, c'est distribué chez elle, point avec un drone, point, au revoir, merci. Donc le champ applicatif, il est là. Et sur la supply chain, on voit de plus en plus de champs, champs applicatifs au-delà des grands halls de stockage et puis des petits robots, des petits cobots qui transportent des cartons, des pièces et ainsi de suite à faible valeur ajoutée. Donc ce que je vous propose, c'est un petit peu de lister les briques technologiques qu'on va retrouver dans l'industrie. Alors là, je sais, au début de ma carrière, j'étais dans la pharma et puis dans la cosmétique. Je sais que cet environnement est un environnement très fermé et qui communique relativement peu. Et quand la Cosmétique Valley, dont nous sommes membres, a demandé si on pouvait faire une conférence, ils m'ont demandé de trouver des champs applicatifs et puis des illustrations. Dans le genre secret, vous êtes secret. Hein. Il n'y a pas grand-chose.
il y a 3-4 vidéos qui se battent en duel que j'ai retrouvées là, mais il n'y a pas grand-chose. Vous allez dans le domaine aéro et dans le domaine automobile, pourtant c'est concurrentiel aussi, vous avez quand même beaucoup plus de documentation. Alors à certains moments, j'ai été chercher des champs applicatifs et des petites vidéos qui ne sont pas du secteur de la cosmétique, mais d'autres secteurs. Donc, le panorama général des technologies et des briques technologiques va se découper entre conception, produit, process, ensuite pilotage et contrôle. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de fournisseurs, de capteurs, de contrôle non destructif, d'optimisation de la performance de l'outil de production qui sont présents sur ce salon aussi. Ensuite, la partie opération de fabrication, avec la notion de production, mais aussi de fiabilité de la production, et puis du fait de mettre ensemble l'individu et le cobo pour justement libérer la compétence. Il y a eu un exemple qui est paru dans une de vos revues récemment, qui disait « Je peux envisager effectivement l'utilisation des cobots, non pas en production, mais dans un laboratoire. » Exemple, le laborantin, plutôt que de faire des tests de reproductibilité, de répétabilité sur un mannequin pour vérifier la performance d'un après-shampoing, eh bien, je mets un cobot qui va répéter ce mouvement-là. Et comme la compétence aujourd'hui est rare dans certains créneaux, eh bien, mon laborantin, je vais l'utiliser à faire de la formulation plutôt que de faire des tests de répétabilité et de reproductibilité. Et donc, rebelote, je reviens sur une gestion rare de la compétence. Et donc, dans cet environnement de laboratoire, eh bien, je peux mettre des robots qui vont louvoyer au milieu des paillasses et des laborantins. Ensuite, on a reparlé de la partie service et puis de l'intégration de la maintenance. On reverra tout à l'heure un des exemples que j'ai notifié. C'est une entreprise avec qui on travaille depuis longtemps qui s'appelle Endel et qui a mis en place un certain nombre d'outils liés à la maintenance prédictive, en particulier dans le monde de la cosmétique. Et puis après, eh bien, il y a effectivement l'organisation du travail. Et là, c'est la partie humaine. Et c'est là où on bascule de 4.0 à partie usine du futur. Dans les briques technologiques, on va pouvoir s'intéresser à différents champs qui vont pouvoir commencer avec les nouveaux matériaux, d'une part. Et donc, certains matériaux qui n'étaient pas envisageables avant vont le devenir. Et ça va permettre effectivement de proposer aux clients des nouveaux produits, mais aussi, le cas échéant, de recharger des équipements. Et donc de faire de la maintenance opérationnelle plus rapide sur site. Ensuite, vous avez tout ce qui était modélisation et simulation. Donc ça, vous allez me dire, ben oui, il y en avait déjà, sauf qu'aujourd'hui, on est carrément passé sur les jumeaux numériques. Vous verrez tout à l'heure une petite vidéo sur les jumeaux numériques, et globalement, c'est un concept, pas simplement je modélise, je simule, mais j'arrive à anticiper carrément ma production et je gagne du temps sur la conception d'un nouveau procédé à travers la modélisation et la simulation. Naturellement, les procédés, les nouveaux procédés, vous retrouverez la fabrication additive, qu'elle soit plastique, qu'elle soit composite, qu'elle soit métal. Et même sur le métal, il y a différentes technologies en fonction de ce que vous cherchez à faire, avec des investissements qui peuvent être multipliés par un coefficient de 10 à 20 en fonction de l'investissement aussi. Ensuite, tout ce qui va tourner autour de l'énergie. Alors là, je ne devrais pas le dire, mais comme on travaille sur le smart building, le smart green et tout ce qui s'ensuit, on a un smart building à Nanterre et ça va faire 4 ans qu'il est opérationnel sur Nanterre. Et on a des tests qui tournent autour. Et effectivement, sur la consommation énergétique du bâtiment à l'entrée et à la sortie, on a une économie de 15 à 20%. Sauf qu'on est en train de s'apercevoir qu'il y a tellement d'informatique derrière qu'il y a une consommation énergétique au-delà qui fait que le bilan carbone n'est pas si optimisé que ça. Donc voilà, c'est peut-être pas politiquement correct ce que je dis, mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui font qu'il y aura peut-être un moment des rétropédalages sur la partie énergétique, parce que, comme me dit mon président, quand vos enfants téléchargent un film en streaming, c'est la consommation énergétique de votre frigo pour l'année, quoi.
Donc voilà, il y a beaucoup de concepts autour de l'énergie qui font que derrière, c'est un véritable casse-tête. Quoi qu'il en soit, il y a un autre point que, je veux dire, l'industrie est en train de découvrir, c'est la cybersécurité. Plus vous allez monter en gamme dans les technologies, plus vous allez vous mettre en exposition par rapport à des hackers, des pirates, des gens qui vont vouloir prendre la main sur votre système. Que ce soit le système industriel, que ce soit le produit ou autre. Et donc, la dimension cybersécurité devient primordiale dans l'entreprise Industrie 4.0. On avait accompagné Endel à une époque, ça fait 20 ans qu'on travaille avec Endel, mais à une époque, on travaillait avec Endel sur la maintenance prédictive dans les centrales nucléaires. Ils avaient mis tout en place, oui, un prototype de maintenance à distance, de telle manière que les opérateurs rentrent dans la zone chaude, donc la zone radioactive, mais globalement n'avaient pas réellement la documentation à proximité. Ils avaient la documentation par le numérique. Il s'avère que ça a été un véritable casse-tête parce que ce système pouvait être hacké dans un premier temps. Donc avec EDF, ils ont fini par trouver un moyen de sécurisation du système, mais quoi qu'il en soit, ça pose un problème d'ouvrir l'entreprise vers l'extérieur. Il suffit de voir un petit peu les scandales qu'il peut y avoir avec, on va dire, nos amis russes, qui essayent de prendre ou de déstabiliser certaines entreprises. Cette brique-là est primordiale, surtout si on fait la connexion avec la dernière, qui est l'informatique et l'électronique. Et rebelote, j'arrive sur une compétence qui fait que j'ai des informaticiens, j'ai des électroniciens, et puis tout ce petit monde-là va devoir travailler ensemble pour pouvoir gérer l'ensemble de ces briques technologiques. Et même si je reviens sur les nouveaux procédés, tels que la fabrication additive métallique, je ne suis pas simplement un expert en matériaux, je deviens un expert dans le process en intégrant toutes les dimensions numériques et tout ce qui tourne autour. Donc une complexité de l'industrie 4.0 dans les compétences et la gestion des compétences. Monsieur Failly, juste oui. pour vous informer qu'il reste 5 minutes avant Il n'y a pas de souci. La session questions. Il n'y a pas de souci. Donc, vous retrouvez les grands blocs. Alors, avec la fabrication additive, qui pourra être plastique, composite ou métallique. Et derrière, si je vous dis ça, eh bien, je vais vous montrer un film sur Michelin, et puis on s'arrêtera là après. Si je vous l'ai mis, c'est pas anodin. C'est que depuis à peu près 3 ans, cette vidéo tourne sur le net. Et ça fait 17 ans que Michelin s'est mis sur la fabrication additive métallique. 17 ans, entre guillemets, où pendant 17 ans, on n'a pas le son. Il n'y a pas de son. Pendant 17 ans, ils ont eu une équipe dédiée. Cette équipe avait des codes de dialogue en interne. Ils ne communiquaient pas avec les autres services. Et à la sortie, ils ont mis en place la fabrication additive métallique pour fabriquer des lamelles métalliques pour le pneu. Voilà. Derrière, il peut y avoir 3000 lamelles qui viennent s'insérer dans un moule et puis ensuite, ils produisent les pneus. Leur temps de nouveaux produits, il a été réduit à 3 mois, même pas, dans 2 mois, alors que Goodyear en est encore à 6 mois. C'est-à-dire qu'ils ont gardé un secret pendant plus de 15 ans. Ils ont monté en compétence toute une équipe sur la fabrication additive métallique. Aujourd'hui, ils ont créé une joint venture avec FIV qui s'appelle ADOP, qui se trouve sur Clermont-Ferrand. Ils ont une maîtrise d'un procédé qui est sur lit de poudre à fusion laser. Et globalement, toute l'ingénierie de leurs pneus passe par ces conceptions de lamelles. Et leur avantage concurrentiel aujourd'hui, il est basé là-dessus. Et quand on va à l'usine de Clermont, on rentre dans une salle blanche. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui en fout avec une salle blanche en milieu pneumatique? C'est qu'on a des risques d'explosion, on a des risques CMR, et les concepts du milieu pharmaceutique ou du milieu chimique sont arrivés jusque chez Michelin avec des salles blanches. Donc, il y a 14 machines comme ça qui sont mises en œuvre. Sauf qu'ils se sont aperçus que c'était bien, c'était une brique technologique importante, un avantage concurrentiel important. Et maintenant, ils ont carrément automatisé une ligne de production avec 2 fabrications additives de chaque côté et un approvisionnement complet, automatisé des lignes de production. Ce que je veux dire par là, c'est que
Michelin a été pionnier dans la fabrication additive en France. 15 ans de secret industriel. Aujourd'hui, globalement, maintenant, c'est connu. Ils ont fait cette joint venture avec Adobe. Mais quoi qu'il en soit, si vous allez sur le net et que vous essayez de voir des champs applicatifs de l'industrie 4.0 pour votre secteur, vous allez trouver une vidéo de L'Oréal avec une usine en Allemagne. Vous allez trouver une petite vidéo avec Chanel et puis Air Pro sur le mascara. Et puis, vous allez trouver aussi une autre vidéo sur le traitement de surface et la galvanoplastique avec un bras robotisé. Et une dernière vidéo sur l'utilisation des jumeaux numériques pour optimiser les lignes de conditionnement qui sont présentes. À part ça, vous n'avez pas trouvé grand-chose parce que vous gardez tous vos secrets pour l'instant et vous l'utilisez très très peu. Donc, je vous remercie de votre attention. On aurait pu continuer pendant au moins 3 heures, je vous rassure, là-dessus. C'est un champ presque inépuisable. Mais quoi qu'il en soit, si vous devez vous lancer dans cette aventure de l'industrie 4.0, et je vous y invite, allez-y en fonction du diagramme des gains que vous souhaitez obtenir et pas de tout prendre d'un seul coup. Parce que si vous prenez tout d'un seul coup, excepté si vous construisez une usine dans un champ de betteraves, vous allez vous planter. Voilà. Prenez-le pas à pas et puis apprenez ces technologies, ces briques technologiques. Je vous remercie de votre attention et puis je reste à votre entière disposition pour les questions. Alors, si vous avez des questions, je suis désolé, il paraît qu'il ne faut pas vous passer le micro. Donc, on se déplacera pour vous écouter. Je suis à votre disposition. Voilà, donc on vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions qui arrivent comme ça de façon spontanée sur ce qu'on vient de voir, ou peut-être des questions sur des points qui n'ont pas forcément été évoqués, mais sur lesquels vous avez des interrogations? N'hésitez pas, c'est le moment d'avoir une réponse peut-être plus précise aux questions que vous vous posez sur ces... Alors, on ne connaît pas trop le profil des participants, mais si on s'imagine une PME cosmétique, fabricante de cosmétiques qui se dit, bon, je suis une entreprise familiale, je ne suis pas vraiment... L'usine 4.0, ça me fait peur, je ne sais pas vraiment par quelle boule prendre. C'est synonyme pour moi de gouffre financier. Quels sont les premiers pas que pourrait faire ce fabricant, cette PME vers l'usine du futur de façon abordable sans qu'elle ait tout à raser et refaire de zéro? La première question qu'on doit se poser, c'est faire une analyse de la non-valeur ajoutée des opérations dans l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que tout industriel, tout employeur aujourd'hui est confronté à la problématique des compétences. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir naturellement augmenter la performance de l'entreprise, mais de substituer avec ces technologies, ces robots, ces cobots, des opérations sans valeur ajoutée pour concentrer la compétence humaine sur la haute valeur ajoutée. Donc, en fonction du secteur dans lequel on se trouvera, et qui est le vôtre, de la cosmétique, ça peut être du packaging, ça peut être de la galvanoplastique, ça peut être du conditionnement, ça peut être... Enfin, les champs sont tellement larges, ça peut être de la conception de matériel. Je n'ai pas de réponse universelle à faire. Mais la première question qui va se poser, c'est où est la non-valeur ajoutée des opérations qu'on a à réaliser. Il y a une vidéo qui est dans ce PPT, c'est une entreprise du Jura. Ils se sont mis carrément sur les jumeaux numériques. Et les jumeaux numériques, aujourd'hui, c'est presque un spectre qui est, même dans les écoles d'ingénieurs, c'est un véritable casse-tête. Eux, ils le maîtrisent. Et ils le maîtrisent avec une certaine dextérité, et la conception de leur machine de conditionnement pour l'industrie de la cosmétique est optimisée. Ils n'ont pas été sur les champs
purement du numérique, enfin de tout ce qui était cybersécurité. Non, ils ont été sur le jumeau numérique. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris une brique technologique en fonction de leur cœur de métier. Et donc, moi, je vous invite sincèrement à d'abord faire une analyse de toutes ces briques technologiques et de vous dire, c'est quoi que qu'est-ce que je vais rechercher dans ma performance? Mais ne prenez pas tout le package dans un premier temps. Ou alors, comme je vous dis, vous êtes L'Oréal, vous êtes Dassault, vous construisez une usine complète, et puis là, vous dites, allez, dans le cahier des charges, on veut tout. Mais même des grandes entreprises telles que PSA, aujourd'hui, changent leur ligne de production les unes après les autres dans un même environnement, et vous avez parfois une ligne 4.0 et une ancienne ligne juste à côté. Ils ne vont pas tout substituer du jour au lendemain. Très bien, je vous remercie. Est-ce que nous avons des questions? Oui. Je vais tenir le micro. Pardon. Bonjour, Alban Leloir, société OET. Pardon. Je voulais savoir s'il y avait des retours un petit peu avec l'usine 4.0 sur l'impact sur l'environnement. Parce qu'on parle beaucoup des enjeux, c'est par rapport à des coûts. Le gain qu'on cherche à avoir, c'est par rapport à des coûts. Mais face à cette partie économique, il faudrait aussi confronter à la partie écologique. Et je voulais savoir s'il y avait des retours un peu sur ça. Je vous ai fait une petite parenthèse politiquement incorrecte sur le smart building, où là, on se pose vraiment des questions. C'est-à-dire qu'on augmente la performance du système d'un point A à un point B, mais le système global à la sortie fait qu'on n'est pas du tout sûr d'avoir des gains énergétiques. Donc, plus on va monter sur le numérique, plus il y aura une consommation énergétique importante. Ça c'est évident. Par contre, la consommation énergétique sur l'aspect purement local risque d'être améliorée. De manière globale, pas forcément. Il suffit de regarder un petit peu les joutes intellectuelles sur le passage à la 5G, de la 4G à la 5G, pour voir que, oui, on nous fait des prédictions d'augmentation de performance, sauf que ça va générer plus de débit, plus de consommation, et à la sortie, plus de consommation énergétique. Donc, voilà, c'est une dualité qui est parfois un petit peu compliquée à avoir. Quoi qu'il en soit, il n'est pas antinomique de se dire je fais une démarche vers Industrie 4.0 et en parallèle, je mets des robots dans mon usine et j'équipe ma toiture de photovoltaïque pour justement que mes robots se rechargent et ainsi de suite. Ce n'est pas antinomique. Mais dire c'est criant de vérité et on va faire des économies d'énergie, voilà, avec un grand bémol. Merci. L'idée, c'est quand même aussi de réduire le coût, non pas que énergétique, hein, mais écologique, de manière globale. Par contre, de manière globale, là, il y a des gains, effectivement. En particulier sur les rebuts, sur les matières premières, là, il y a des gains. Mais sur la partie énergétique, compliqué à mesurer actuellement. Merci. D'autres questions? Bon, très bien. Une petite phrase de conclusion, peut-être? Écoutez, malgré la complexité du système Industrie 4.0 ou Industrie du futur, je ne peux que vous inviter à vous intéresser à la thématique et à aller dedans. Parce que de toute façon, si on n'y va pas, notre industrie, elle est morte. Il y en a qui ne nous ont pas attendus. Il suffit de regarder ce qui se passe dans d'autres pays à l'autre bout de la Terre pour s'apercevoir qu'ils ont déjà parfois une longueur d'avance. Et je ne dis pas simplement les Allemands, hein, je parle de l'autre extrémité de la Terre et en particulier en Chine. Donc ils sont en plein dedans, ou les Coréens sont en plein dedans. Donc on est dans l'obligation d'y aller. Ça nécessite un effort intellectuel énorme, ça nécessite une montée en compétences énorme de la part de nos ingénieurs et de nos techniciens. Et derrière, vous aurez, si vous allez sur cette voie-là, un moment à gérer la compétence de vos équipes, parce qu'il y aura un fossé qui se créera entre des gens qui accepteront le changement et la mutation technologique, et puis d'autres qui refuseront de sauter le pas. Donc vous aurez un problème RH à un moment, et donc la dimension sociale sera abordée, et la montée en compétences aussi. Si vous souhaitez vous informer plus exactement, vous avez ce petit ouvrage, comme je vous le disais, qui a été édité par l'Institut de l'industrialisation, qui a été publié par la métallurgie, et qui est à votre disposition. Vous retrouvez à peu près toutes les briques technologiques et puis les thématiques.
Donc c'est enseigner l'industrie du futur. Ça s'adresse à l'enseignement supérieur et aux cadres dirigeants pour faire les choix technologiques. Donc vous avez ça si vous le souhaitez. Et quoi qu'il en soit, on reste à votre disposition s'il y avait des besoins. Mais il n'y a pas que nous, hein, il y a d'autres écoles qui sont très performantes dans le domaine, je vous rassure. Donc, juste si on veut poursuivre les échanges avec vous, votre stand. Il est en B1, je crois, c'est ça B21. B21, voilà, si vous voulez poursuivre les échanges avec Monsieur Failly. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Cosmétique Vallée à 50, à l'entrée du salon. Et voilà, si vous voulez de la documentation et des annuaires, ils sont en libre service sur notre stand. On se tient à votre disposition. On vous remercie de votre présence et on vous souhaite un bon salon. Merci mesdames et messieurs. Bonne journée.